Salut tout le monde, ça va donc faire un peu plus d'un mois voire 2 mois que je me renseigne quotidiennement sur ce Covid-19 et cette vidéo a pour but de résumer un maximum toutes les informations que j'ai accumulées de mon côté pour bien comprendre la situation actuelle. La vidéo risque d'être plutôt longue et assez compliquée mais c'est nécessaire pour un bon résumé de la situation. J'ai essayé de regrouper le maximum d'infos importantes pour bien tout comprendre. Il est donc nécessaire d'être concentré pendant le visionnage de la vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à partager la vidéo à la fin. Cette vidéo a été finie d'écrire le 15 mars 2020 aux alentours de 18 h. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois obligatoirement vous faire une mise à jour assez brève mais complète sur ce virus. C'est donc un virus de la famille du coronavirus qui s'est propagé dans la région de Hubei dans la ville de Wuhan en Chine fin décembre, qui par la suite s'est exporté aux 4 coins du monde. Les principaux symptômes de ce Covid-19 sont de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires et plusieurs autres symptômes moins fréquents comme le rhume, mal de gorge et diarrhée. D'après les études que l'on a à ce jour où j'écris ce texte, on sait que la transmission principale de ce virus se passe par les éternuements et les toux des humains contaminés qui projettent des gouttelettes contenant le virus du Covid-19. Gouttelettes qui peuvent atterrir sur les humains qui sont trop près ou bien sur des surfaces inertes qu'un humain non contaminé touche par la suite et se contamine en se touchant le visage. Les poignées de main et se faire la bise est un très grand facteur de contamination. Ce virus peut être mortel suite à des complications liées aux symptômes comme une pneumonie par exemple, une infection des poumons. Et c'est pour cela que le traitement du Covid-19 est un traitement dit symptomatique, c'est-à-dire qu'il cible les symptômes de cette maladie comme la fièvre ou les difficultés respiratoires par exemple pour guérir le malade et non pas le virus directement vu qu'il n'existe pas à ce jour d'antiviral pour le Covid-19. Une personne infectée par ce virus contamine en moyenne 2 à 2,5 personnes en plus. C'est donc un virus très contagieux. Les personnes contaminées déclarent des symptômes après seulement 3 à 5 jours en moyenne, en sachant que des personnes contaminées peuvent avoir un simple rhume ou une toux et que certaines personnes contaminées n'ont absolument aucun symptôme, mais peuvent tout de même contaminer leur entourage. En Corée du Sud, une vaste campagne de tests a été faite pour détecter un maximum de personnes infectées via un système de drive comme au McDonald's. Les personnes roulent jusqu'à un personnel qui prend sa température. Puis plus loin, on lui prélève de la salive et quelques jours plus tard, la personne reçoit sur son téléphone un SMS pour savoir s'il est infecté ou non. Et c'est pour cela que la Corée du Sud a un taux de létalité bas ainsi qu'un grand nombre d'infectés, parce qu'ils ont fait une très grande campagne de tests. Leur taux de létalité est aux alentours de 0,6%. Et vu l'énorme campagne de tests, c'est sûrement l'un des taux les plus complets et réalistes qu'on a actuellement, même s'il faut prendre tout de même des pincettes en analysant ces chiffres. Mais maintenant, on va s'intéresser à la question principale de cette vidéo, avec toutes les infos qu'on a pu entendre depuis des mois. Est-ce qu'on doit avoir peur de ce Covid-19? Et c'est justement cette question qui m'a fait galérer pendant des semaines devant mon script. Je ne savais pas comment prendre cette question avec toutes les infos que j'ai pu voir. D'un côté, je vois une info passer disant que d'après un scientifique de l'université américaine de Harvard, 40 à 70% de la population mondiale va être infectée par le Covid-19. Ou Angela Merkel qui a déclaré que 60 à 70% des Allemands seront infectés par le coronavirus. Mais d'un autre côté, des spécialistes nous parlent de petites grippettes. Voilà pourquoi c'était compliqué de faire cette vidéo, entre les fake news totalement ridicules, les fake news plus difficiles à détecter, et les spécialistes qui se contredisent tous entre eux, sans oublier les différentes études qui eux aussi se contredisent. Et tout ça, c'est en oubliant un point important dans cette équation, les réseaux sociaux et les médias. C'est très difficile de ne pas être parano après 2 mois d'informations sur un seul et unique sujet. La population a du mal à savoir qui écouter et qui croire, et c'est compréhensible quand on voit la différence de discours des spécialistes de cette épidémie. L'avis général est passé de c'est une petite grippe, il faut faire attention, à nous sommes débordés dans certains hôpitaux, il faut passer à un confinement total. Le professeur Eric Combe, spécialiste des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière. Professeur Combe, vous qui êtes spécialiste des maladies infectieuses, vous annuleriez vos vacances? Moi, en tant que spécialiste de médecine des voyages, je ne suis pas sûr que j'annulerai mes vacances à Venise. En plus, je pense qu'on pourra bénéficier de tarifs très préférentiels. J'ai bien peur que le virus soit plus contagieux qu'on ne veuille bien le dire. On est persuadés, tous, qu'il va se reproduire un scénario à l'italienne, dont on n'est pas vraiment sûr que les autorités aient pris la mesure. Et tout ça en quelques semaines. La population est probablement confuse et c'est tout à fait normal. Et vu qu'on entend plusieurs sons de cloche aux informations depuis des mois maintenant, on a du mal à savoir qui croire. Et en plus, il est possible qu'avec toutes les autres épidémies comme Ebola ou H1N1, qui n'ont finalement pas tant impacté la France, une partie de la population qui ont vécu ces autres épidémies se disent que comme d'habitude, les journalistes en font trop et que dans 2 semaines on n'en parle plus. Et que c'est pas cet énième virus qui va les empêcher de vivre. De toute façon, c'est qu'une petite grippe et il n'y a que les personnes âgées qui décèdent
de ce virus. Et je pense malheureusement que beaucoup partagent cet avis-là. Et c'est très inquiétant pour la suite. Il ne faut pas oublier le contexte où est apparu le coronavirus en France. On venait de sortir de plusieurs mois de grève généralisée, ainsi que des mois et des mois de manifestations des gilets jaunes. Il y a un énorme mécontentement de la population envers le gouvernement. Et dans une crise sanitaire comme on se trouve actuellement, cette rupture de confiance crée un climat d'insécurité pour la population. Ils ne feront plus confiance aux décisions du gouvernement, et notamment aux informations. Les gens se disent qu'on nous dit pas tout, qu'on cache le nombre de morts ou de malades, ou des théories du complot comme le fait que le coronavirus est là pour mieux faire passer le 49.3, voire même que le virus a été créé dans un laboratoire par les Américains pour déstabiliser la Chine, ou à l'inverse que la Chine a créé ce virus pour déstabiliser le modèle économique américain. Et je vous assure qu'il y a énormément de Français qui croient ces théories du complot. Il suffit de regarder sur les groupes Facebook parlant du coronavirus, alors que ça a été prouvé par des scientifiques en analysant le génome du virus qui ne vient pas d'un laboratoire. Mais imaginons que ça soit quand même le cas. Qu'est-ce que ça peut changer dans notre situation actuelle? Peu importe que ça soit une chauve-souris, un pangolin, Donald Trump ou une huître qui a transmis le virus. Ce qui importe, c'est comment le contenir un maximum et éviter la surcharge des hôpitaux. On s'intéressera à tout ça quand l'épidémie sera derrière nous. Les gens ont du mal à s'imaginer que non, il n'y a pas de coupable, que c'est comme ça, c'est une catastrophe naturelle. On peut rien y faire, hormis mieux s'y préparer à l'avenir, c'est comme ça que les sociétés évoluent en apprenant de leurs erreurs. Pour revenir plus précisément à la question, est-ce qu'on doit avoir peur? Alors premièrement, avant d'y répondre sérieusement, il faut être conscient des chiffres factuels. Il y a notamment une étude chinoise sortie le 24 février dernier qui a pris 44 672 cas confirmés de coronavirus, et j'insiste beaucoup sur ce point, il y a bien plus de personnes qui ont été infectées par ce virus que dans ces chiffres, mais ne sont pas dans les statistiques parce qu'ils n'ont pas été testés. Dans tous les chiffres que vous pouvez voir dans tous les pays, cela concerne que les personnes qui ont été testées positives au coronavirus, et pas toutes les personnes avec peu de symptômes confinées chez eux. Dans cette étude chinoise, on peut notamment voir que 81% des personnes ayant été contaminées par le Covid-19 ont de simples symptômes sans danger. 15% des personnes doivent se faire hospitaliser et 5% doivent être prises en charge dans un service de réanimation. On peut donc dire que 5% des personnes ayant été confirmées positives au coronavirus doivent être hospitalisées en soins intensifs. Donc 5% de cas très graves. Et c'est l'une des données la plus complète qu'on a actuellement. Et il ne faut toujours pas oublier que le taux de létalité de 2,3% dans cette étude est sûrement bien plus bas vu tous les cas sans symptômes ou non testés, et donc impossible à rajouter dans cette étude. Deuxièmement, dans le total des personnes décédées en ayant contracté le Covid-19, il est important de voir les tranches d'âge. Et on peut voir dans ce graphique que les personnes qui ont moins de 50 ans ont un taux de létalité bien plus bas que la moyenne, qu'on nous donne qui est de 2 à 3%. D'ailleurs, les enfants touchés par ce virus développent des symptômes bénins. Par contre, les personnes âgées sont très sensibles à ce virus dû à leur défense immunitaire affaiblie et par la même occasion des comorbidités comme le diabète, l'hypertension, des problèmes cardiaques ou pulmonaires, un cancer des poumons, etc. Là, ce que vous allez voir, c'est une simulation faite par le journal américain Washington Post. Les points gris, c'est les personnes saines, les points orange, c'est celles qui sont contaminées, et les points roses, les personnes guéries. Cette simulation-là décrit le cas où on ne touche absolument à rien dans l'équation. On peut voir que la courbe orange devient très haute et forte dans une courte période. Dans ce cas-là, les hôpitaux seraient vite surchargés vu qu'il y a beaucoup de malades d'un seul coup. C'est exactement ce qu'on veut éviter, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé en Italie. Cette deuxième simulation illustre le fait d'imposer une quarantaine comme celle établie en Chine dans la région de Hubei, où l'épidémie a commencé. On peut voir que la courbe orange est moins forte et plus étendue, mais cela n'est pas totalement efficace vu qu'il est impossible d'isoler complètement la partie de la population malade. Les gens doivent sortir pour s'alimenter par exemple. Les scientifiques ont donc pensé à la distanciation sociale. Pour faire simple, c'est garder des distances de sécurité d'au moins 1 mètre, voire plus, dans toutes circonstances entre la population, ainsi que les règles d'hygiène de base, se laver les mains régulièrement, pas de serrage de main ni de bise, ainsi que de ne sortir qu'en cas d'absolue nécessité, comme acheter de la nourriture ou des médicaments. Et les personnes malades doivent absolument rester chez soi. Ils ont imaginé que seulement un quart de la population se déplace librement et que les 3 autres quarts respectent cette distanciation sociale. On se rend compte dans la simulation que le fait que peu de personnes entrent en contact direct aplatit fortement la courbe de personnes malades, ce qui permet d'étendre le nombre de malades dans le temps. Et en imaginant que l'on garde seulement 1/8 de la population qui se déplace librement, la courbe de malades devient encore plus plate, ce qui permet à l'hôpital d'avoir un flux de malades parfaitement gérable. Avec ces différentes simulations, on se rend compte de l'importance de garder ces distances dans ce genre de période. Et c'est pour cela qu'il est totalement irresponsable et contre-productif de continuer à se rassembler dans des marchés ou bien dans des parcs vu qu'il y a peu de distanciation sociale entre les personnes. J'espère que les personnes n'ayant pas compris l'utilité d'éviter de se serrer la main ou se faire la bise, même à ses proches, comprennent un peu mieux avec ces simulations. C'est un problème où on est absolument tous acteurs, et en plus de ça, facilement, en respectant simplement ces règles de distanciation sociale. On a entre guillemets la chance de pouvoir analyser le cas de l'Italie, qui est complètement débordée dans leurs hôpitaux suite au pic épidémique. Avec plus de 600 morts et 10 000 personnes infectées par le Covid-19, c'est tout le système hospitalier italien, au nord comme au sud, qui est débordé
débordés et qui appellent au secours en direct à la télévision. Nous sommes à la limite de nos forces, aussi bien physiques que mentales. Aidez-nous, les hôpitaux sont saturés. Nous ne pouvons plus soigner tout le monde. Quand on compare notre courbe de cas avec l'Italie, on peut notamment voir qu'on a une courbe très similaire avec 7 ou 8 jours d'écart. On a plusieurs différences avec l'Italie, notamment une énorme chance que les Italiens n'ont pas, c'est d'avoir des médecins de ville. En France, tout n'est pas centralisé dans les hôpitaux contrairement à l'Italie. En Italie, un des facteurs qui a provoqué ce pic de cas et surchargé les hôpitaux, c'est notamment le fait que tous les contaminés se sont rassemblés dans les hôpitaux et a contaminé d'un côté d'autres personnes, mais surtout des soignants de l'hôpital, ce qui a mis à mal les hôpitaux en Italie et provoqué une paralysie du système hospitalier. Le système de santé italien a une médecine de ville qui est assez pauvre. Et donc du coup, tout le monde va à l'hôpital. Donc on concentre les malades. Deuxièmement, quand l'épidémie est arrivée, ils n'ont pas fait ce qu'on a fait nous. Nous avons dit les services d'urgence sont des barrières, on a protégé l'hôpital. Eux, d'emblée, ils le disent très bien dans la littérature médicale, malheureusement, c'est qu'ils ont pris tous les patients et les ont mélangés à tous les autres dans l'hôpital. Et donc tout ça crée évidemment des conditions terribles d'interaction et entre gens malades. Maintenant, en Italie, les médecins doivent malheureusement faire des choix sur des malades. Ils ne peuvent pas soigner tout le monde et doivent abandonner certains cas qu'ils auraient pu soigner avec un système hospitalier non paralysé. Moi j'ai eu plusieurs médecins qui étaient au bord des larmes, épuisés aussi, et qui racontent qu'ils doivent comme ça abandonner des malades en fonction de l'âge, en fonction de l'état de santé. C'est difficile de dire pour des médecins qu'au début ils ont commencé à sacrifier les gens de plus de 80 ans, puis les gens de plus de 70 ans, et que maintenant dans certains hôpitaux ils sacrifient les gens de plus de 60 ans. Parce qu'il n'y a pas assez de lits, parce qu'il n'y a pas assez de respirateurs artificiels. Vous avez peut-être vu cette vidéo d'un acteur italien en pleurs parce qu'il a chez lui le corps décédé de sa sœur suite au coronavirus depuis plus de 24 heures. Parce que le médecin ne voulait pas se déplacer par peur de contracter le virus. Et même chose pour les pompes funèbres. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit penser de cette pandémie? Oui, cette pandémie est inquiétante. D'après les médecins, ce n'est pas comparable à une grippe. C'est un tout nouveau virus que notre organisme n'a jamais contracté. On est ce que l'on appelle naïf face à ce Covid-19. Pour la grippe, on a un nouveau vaccin chaque année et les spécialistes connaissent très bien ce virus. Et le taux de létalité du Covid-19 a l'air tout de même, d'après les chiffres qu'on a actuellement, bien plus élevé. Certains spécialistes parlent de 1% en réalité, comparé au 0,1% de la grippe. Moi personnellement, et je vous parle pas en tant que le roi des rats, mais en tant que l'humain derrière, qui est tout comme vous un citoyen, eh bien j'ai peur pour la suite. J'ai peur qu'on ait beaucoup trop tardé à se rendre compte de la situation et surtout tardé de prendre de réelles mesures. La chose qui me fait le plus peur, c'est d'un point de vue économique. Je suis loin d'être un expert sur le sujet, mais je ne pense pas qu'il est nécessaire de l'être pour avoir peur de ce côté-là. Mais malheureusement, on pourra se rendre compte qu'à la fin de cette épidémie. J'ai aussi peur que l'on se retrouve dans la même situation qu'en Italie. Et les nombreux spécialistes qui ont totalement changé de discours en moins d'une semaine me confortent malheureusement sur le fait qu'on est dans une situation très compliquée et qu'on a en très grande majorité, et moi le premier, sous-estimé. Ben voilà où on arrive, c'est-à-dire avec ces images que vous avez là, avec les gens entassés les uns sur les autres au bord du canal Saint-Martin. Ça veut dire, pour répondre à votre question, que probablement le message n'est pas bien passé, que moi je fais mon mea culpa aussi, j'ai probablement trop rassuré les Français, mais en même temps comment les inquiéter peut-être de façon excessive alors qu'on n'a pas de données épidémiques à 15 jours ou 3 semaines qui permettent de dire que ça va être aussi catastrophique qu'aujourd'hui. Chaque jour la situation change, c'est ça en fait? Mais chaque heure la situation change, on sait, vous l'avez dit, c'est simple, même sans avoir fait maths sup, quand vous savez qu'un patient contaminé va en contaminer entre 2 et 3, vous faites le calcul, ça va aller vite. J'ai aussi peur que les très et trop nombreuses restrictions budgétaires sur la santé depuis des années empêchent les soignants de faire face à la vague épidémique qui va arriver dans les prochains jours ou prochaines semaines. Le service médical est déjà surchargé dans le Grand Est et ça manque de masques, de tenues de protection ainsi que de gel hydroalcoolique dans de très nombreux hôpitaux. Mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir peur. Alors attention, peur ne veut absolument pas dire terroriser ni paniquer. C'est la dernière des choses qu'il nous faut. Mais cette peur est nécessaire pour que l'on prenne chacun conscience de la situation. La peur aurait certainement empêché les gens de continuer à se faire la bise et se regrouper. Mais le danger de cette peur, c'est que c'est difficilement contrôlable. Alors s'il vous plaît, ne paniquez pas. Il faut juste être conscient de la réalité sans faire l'autruche. C'est le moment pour être fort et surtout solidaire. Cette peur doit nous pousser à respecter les mesures de sécurité. Plus on les respectera sérieusement, moins l'épidémie sera longue et violente. Ce qui m'inquiète dans cette histoire, et c'est aussi ce qui inquiète les spécialistes, c'est
que les Français se sentent invincibles face à ce risque invisible, en ne respectant pas les réglementations diffusées par le gouvernement. L'une des potentielles causes de la forte propagation du virus en France vient du fait que ce Covid-19 est très sournois. On peut classer les personnes contaminées en 3 catégories. Celles qui ont tous les symptômes, beaucoup de fièvre, problèmes respiratoires, ils sont globalement cloués au lit. La deuxième catégorie n'a que peu de symptômes et souvent plutôt bénins. Une simple toux et ou un rhume par exemple, ce qui, je vous le rappelle, concerne au moins 80% des personnes contaminées. Mais une étude sortie le 8 mars par des chercheurs belges et hollandais a pu montrer, en ayant analysé 2 foyers de contagion, dont un à Singapour et un à Tianjin en Chine, que entre 48 et 70% des transmissions se font sans symptômes. L'étude n'a pas encore été validée par la communauté scientifique, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être utilisée comme un guide pratique dans le milieu médical, mais plusieurs scientifiques arrivent à la même conclusion qui est que beaucoup de contaminations se font via le biais de personnes asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptômes, sans aucune preuve apparente d'une contamination. Et c'est pour cela que penser que parce qu'on ne se sent pas malade, nous ne sommes pas contaminés est une grave erreur. Voilà pourquoi la distanciation sociale est absolument primordiale, parce que beaucoup de personnes propagent le virus sans le savoir, pensant être en parfaite santé. Ce samedi 14 mars au soir, nous sommes donc passés au stade 3, et je n'ai vu aucun changement dans le comportement des gens dans ma ville. Le dimanche 15 mars, on avait énormément de Français dans les parcs sans respecter les mesures de sécurité, ainsi que dans les rues. Ça s'assoit sur des bancs où tout le monde s'assoit, ça discute ensemble de façon rapprochée sans respecter les distances de sécurité. Ce genre de comportement est extrêmement grave. Les Français ont du mal à comprendre l'enjeu qui se joue actuellement. Comme je vous le disais, les symptômes apparaissent en général entre 3 et 5 jours après la contamination. C'est-à-dire qu'on a toujours du retard sur l'état de la propagation du virus. Sortir dehors sans raison et se concentrer dans des marchés ou des parcs, c'est un comportement égoïste et irresponsable. On a pu le voir ce dimanche 15 mars où beaucoup de Français se sont regroupés, comme vous pouvez le voir sur ces vidéos. Ou encore le samedi 14 mars au soir où les gens se sont rassemblés dans des bars, comme une dernière fois pour fêter la fermeture des bars, ce qui va forcément contaminer énormément de personnes. Ou encore cette femme qui ne croit pas à cette épidémie et qui fait la bise aux personnes pour lutter contre ce virus, ce qui est réellement dangereux et irresponsable. Le coronavirus, elle ne veut pas en entendre parler. Pour moi, ça n'existe pas. Pour vous, il n'y a pas de virus ? Il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Comme les grippes, comme d'habitude. Rien. Voilà. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un fait. Le virus est très contagieux. Il suffit de regarder les simulations que j'ai présentées plus tôt. Ce n'est pas parce que tu n'es pas malade que tu n'as pas le virus en toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas peur de tomber malade que tu vas devenir insensible au virus. Ce n'est pas parce que tu es en bonne santé que tu ne vas pas transmettre le virus à une personne en mauvaise santé. Les gens sont concentrés à vouloir un vaccin ou un traitement à ce virus, mais le vrai traitement c'est nous. Pas de contact physique au maximum, se laver les mains, garder 1 voire 2 mètres de distance entre chacun et rester un maximum chez soi. Sur le papier, ce n'est pas plus compliqué que ça. Malheureusement, on va certainement devoir passer un confinement total pendant plusieurs semaines, comme en Italie, pour contrer cette irresponsabilité de beaucoup de Français. Pour moi, dans la semaine du 16 mars, on va passer un confinement total et non partiel, parce qu'il est nécessaire de réagir le plus rapidement possible. Nous sommes actuellement entre ces 2 simulations. La courbe de malades deviendra beaucoup trop forte pour les hôpitaux. Il y a aussi les nombreux journalistes italiens ou francophones présents en Italie qui tirent la sonnette d'alarme aux Français tellement c'est une catastrophe sanitaire, surtout dans la région de la Lombardie au nord de l'Italie. J'ai aussi remarqué que les gens ont du mal à comprendre pourquoi en France on ne fait pas énormément de tests. C'est tout simplement parce que cela ne sert plus à rien dans la plupart des cas. Et surtout les laboratoires d'analyse sont surchargés. Ils font des tests que pour les soignants ainsi que les malades potentiellement graves. Si tu as les symptômes du coronavirus, qu'on sache que tu sois infecté ou non ne sert à rien tant que tu n'es pas dans un état préoccupant ou que tu n'as pas de comorbidité. Il faut commencer par appeler votre médecin traitant qui lui vous aiguillera et vous fera un diagnostic. Et ne surtout pas appeler le 15 qui est réservé aux urgences. Cela ne sert à rien si ton état n'est pas préoccupant. Il ne faut surtout pas se déplacer aux urgences. Vous risqueriez de contaminer beaucoup de personnes non contaminées. Je reprends l'affaire de la Corée. Une patiente de Corée, le cas est assez incroyable. On a montré qu'elle est arrivée à l'hôpital. Elle n'a pas été identifiée tout de suite et elle est restée, je crois, 24 ou 48 heures dans la salle d'attente. Elle est à l'origine d'une contamination elle-même, seule, de 183 personnes, patients et soignants. Et donc, si vous mettez tous les patients qui arrivent dans une salle d'attente de l'hôpital, ce que probablement les Italiens ont fait au début de la crise, et c'est ça leur erreur stratégique, eh bien, vous contaminez vos hôpitaux, vos soignants, et vous mettez le système à plat. Tant que tu as ces symptômes et que tu n'es pas dans un état préoccupant, par précaution, tu dois rester le plus possible chez toi. Par contre, n'ayez pas peur de pénurie de nourriture. Si vous allez dans un supermarché et que les rayons sont vides, ça ne veut absolument pas dire que les stocks le sont aussi. C'est juste qu'après les différentes informations, les gens deviennent inquiets et se jettent sur les supermarchés pour faire des stocks pensant qu'on va manquer de nourriture. Et hors
Alors ça, ce qui est réellement ridicule, c'est la quantité que certaines personnes peuvent prendre pendant leur course. C'est totalement égoïste et ridicule à la fois. Et surtout, ça amène les gens qui voient ce genre de vidéo à vouloir reproduire la même chose, se disant que si elle ne fait pas ça maintenant, c'est elle qui n'aura pas assez de stock de nourriture, ce qui enclenche un effet domino de paranoïa. Donc, pour résumer la situation actuelle, nous sommes dans une épidémie qui risque de durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et nous sommes qu'au début de cette épidémie. Si vous n'avez pas de problème de santé, qu'en plus de ça vous êtes plutôt jeune, ce n'est pas inquiétant pour vous, même si la situation peut encore évoluer. Mais globalement, les spécialistes s'accordent à dire, hormis certains cas, que les jeunes personnes, les moins de 50 ans sans problème de santé, n'ont que très peu de formes graves du Covid-19 dans cette tranche d'âge. Mais ce n'est pas non plus impossible que cela arrive pour certaines personnes jeunes sans antécédents médicaux. C'est pour cela qu'il faut faire attention et rester un maximum chez soi. Le plus important à retenir, c'est qu'il faut arrêter de penser que seul le gouvernement a en main les clés pour arrêter l'épidémie. C'est plutôt nous, la population, qui a les moyens d'empêcher une grave épidémie. Tout simplement en se lavant très régulièrement les mains, éviter un maximum de toucher son visage hors de chez soi avant de s'être correctement lavé les mains, éviter un maximum d'ouvrir les portes avec ses mains si possible, respecter une distance de sécurité d'au moins 1 mètre voire 2 mètres avec les personnes, ne pas se serrer les mains et encore moins se faire la bise, même si c'est une personne proche de vous comme votre famille par exemple, et c'est un point très important. Et surtout de ne pas rendre visite aux personnes fragiles, qu'on ait des symptômes ou non, c'est fortement déconseillé, hormis s'il y a nécessité. Il faut aussi éviter de sortir, sauf là aussi s'il y a nécessité. C'est vraiment contraignant de ne pas pouvoir se balader tranquillement en ville, aller boire un verre ou autre, mais c'est nécessaire, voire même primordial de se limiter dans nos déplacements, parce que vous pouvez d'un côté être porteur du virus sans le savoir et donc contaminer d'autres personnes, et d'un autre être contaminé en vous baladant. Ne soyez pas égoïste dans cette épidémie et pensez à votre entourage. Le principe d'une épidémie, c'est que justement cela concerne tout le monde et non pas vous en particulier. Évitez aussi de vous informer via une seule source d'information. Je vous ai mis en description, en dehors des différentes sources pour l'écriture de la vidéo, plein de liens pour vous informer, ainsi que des comptes Twitter à suivre niveau information. Par contre, c'est mes préférences à moi. Libre à vous de suivre qui vous voulez. Il se peut que je fasse une mise à jour de cette vidéo selon l'évolution de l'épidémie. Je vous souhaite une bonne journée et surtout bon courage. Je vous tiendrai au courant sur mon Twitter et mon Instagram, donc je vous invite à me suivre. Ciao tout le monde.